Et vous êtes toujours, camarades, auditrices, auditeurs, sur Radio Soupente, la station des Rapins, sans foi, sans loi et sans courbette, l'émission Aracaille, qui va tout de suite vous causer dans le poste d'un immense peintre, Cézanne Paul. Ouais, Paul Cézanne, une exposition au musée Marmottan. Alors c'est Paul Cézanne et les maîtres, Rêve d'Italie. Voilà, c'est un titre un petit peu ronflant. En tout cas, c'est une exposition qui montre beaucoup de toiles de Cézanne. Et là, on s'est vraiment régalé. C'est vrai qu'on peut voir à quel point Cézanne est un grand peintre. Et comme lecture, donc j'ai trouvé un petit bouquin qui est sorti en janvier 2020 qui s'appelle 3 jours dans la vie de Paul Cézanne. C'est de Mika Biermann. Et donc c'est une centaine de pages où Mika Biermann suit Paul Cézanne qui est déjà vieillissant et qui en fait un portrait qui n'est pas du tout un portrait. Il est très réaliste en fait. Voilà, il parle de Paul Cézanne avec son physique qui commence à vieillir, son sale caractère et son comportement, même ce qu'il peut penser de Renoir, de Docteur Gachet. Enfin voilà, j'ai lu la moitié pour l'instant et c'est assez jubilatoire, c'est très bien écrit. Donc je vais lire 2 petits paragraphes qui racontent comment Paul Cézanne part dans la montagne avec son matériel pour peindre. Le peintre, appelons-le Paul, sort de son atelier et ferme la porte à clé. C'est un vieil homme à la moustache épaissie par la morve, à la barbe raide de graisse de mouton, à la corolle de cheveux blancs s'écartant des oreilles comme les orties s'écartent du chou-fleur, aux dents gâtées par l'insouciance du fumeur, aux yeux chassieux où les images du monde ne rentrent qu'à reculons. Son pantalon est grossier, sa veste épaisse, son col raide, son chapeau melon cabossé, son élégance toute relative. On dirait un forgeron invité à la remise de diplôme de sa nièce. Le monde a déposé sa poussière sur l'homme, il chaloupe en marchant, son inaptitude à vivre le fait sourire comme un idiot. Il penche vers la gauche, il penche vers la droite, il sautille. Sur sa bosse bondissent la mallette à peinture et le chevalet de campagne. Il n'a aucune idée d'où l'emmène le chemin, entre ombre et lumière. Peintre Paul scrute le paysage. De temps en temps, il regarde à travers le rectangle créé en opposant pouce et index, grommelle, crache par terre, secoue la tête, fronce ses sourcils broussailleux, remue les lèvres parmi les poils, lève les yeux au ciel et continue son chemin. Il donne des coups de botte dans des mottes. Vu de loin, il ressemble à un fou qui soliloque entre les arbres. Le chapeau melon n'est pas là pour nous rassurer. Qu'il porte un képi, soit, une casquette, pourquoi pas, un béret à la limite, mais pas cet accessoire de l'homme urbain, voire mondain. Le voilà en train de faire de grands gestes, de tourner comme une toupie, de taper du pied au sommet de la colline, sous les pins. Les cigales ne sont pas encore sorties de leur cachette en ce mois de mai pour se moquer de lui. Mais un écureuil sur une branche assiste à la scène, l'air navré, et 2 marcassins poufs fourrés dans les sous-bois. Elle est moqueuse, la faune sylvestre. Ouais. Non, c'est assez... Moi, je retiens la morve dans la moustache et la barbe pleine de graisse de mouton. Voilà, c'est quand même... Là, rien qu'avec ça, on a situé le personnage. Ouais. Bon, en fait, il y a plein de petits paragraphes comme ça qu'on aurait envie de lire. Donc, je vous invite vraiment à découvrir ce petit bouquin, quoi. Pour une fois qu'un peintre... Lui, c'est pas le peintre de salon, hein, pas du tout. Hein. Là, c'était... Si vous voulez, il contraste, c'est une espèce de diamant, quoi, voilà. Si on s'y frotte, on s'y coupe. Hein. Il est tellement en contradiction, en opposition avec tout ce milieu bourgeois arriviste du XIXe siècle. Lui aussi, c'est un arriviste, à remarquer, pour la peinture. Il cherche vraiment à devenir une personnalité dans ce domaine de l'art, qui arrive assez tard d'ailleurs. Mais quand même, il n'en a pas la tiraille, quoi. On peut pas dire. Silence les crayons sur les branches immobiles. Les arbres font des rayons et des ombres subtiles. Silence dans la maison, silence sur la colline. C'est parfum qu'on devine, c'est l'odeur de saison. Mais voilà l'homme sous
son chapeau de paille, des taches plein sa blouse et sa barbe en bataille. Cézanne peint, laisse s'accomplir la magie de ses mains. Cézanne peint, il éclaire le monde pour nos yeux qui ne voient rien. Si le bonheur existe, c'est une épreuve d'artiste. Cézanne le sait bien. Vivre la lumière, chanter les couleurs, il y met sa vie, le bruit de son cœur. Et comme un bateau porté par sa voile, doucement le pinceau glisse sur la toile. Et voilà l'homme qui croise avec ses yeux le temps d'un éclair, le regard des dieux. Cézanne peint, laisse s'accomplir le prodige de ses mains. Cézanne peint, il éclaire le monde pour nos yeux qui ne voient rien. Si le bonheur existe, c'est une épreuve d'artiste. Cézanne le sait bien. Quand Cézanne peint, Cézanne peint, Cézanne peint, interprété par France Gall. Oui, un très beau texte de Michel Berger, avec une musique qui soutient bien son texte, voilà, qui évoque d'une manière assez, comment dirais-je, assez juste, le mot est faible, la geste de Paul Cézanne. Voilà. Merci, Monsieur Berger. Et tout de suite, sur Radio Sous Pente, on prend notre sac à dos et on poursuit. On poursuit le périple là, avec Paul Cézanne par une bio que ma camarade Piquet-Cool va s'astreindre à vous raconter. Ouais, une bio assez rapide, mais bon, c'est important quand même de resituer un peu la vie de Paul Cézanne. Donc Paul Cézanne est né en 1839, il est né à Aix-en-Provence. Son père est chapelier, après il est devenu banquier et sa mère est ouvrière chapelière. Donc il évolue dans la bourgeoisie provençale et il y acquiert une solide culture classique. Au collège, il va rencontrer Émile Zola et il va même prendre sa défense et les deux vont devenir rapidement inséparables. Alors on raconte que l'histoire des pommes viendrait de là, que c'est ça que pour le remercier, Émile Zola aurait apporté des pommes à Paul Cézanne et qu'après il aurait peint des pommes.
Voilà, donc il suit des cours à l'école de dessin d'Aix, il passe son bac et il commence des études de droit, profession à laquelle le destine son père. C'est toujours rassurant de faire à ses enfants des études classiques. Mais lui, en fait, veut monter à Paris. Et il va obtenir l'autorisation de son père de pouvoir s'inscrire à l'Académie suisse. Et là, il rencontre Pissarro et Guillaumin. Il échoue à l'entrée des Beaux-Arts, mais il décide de faire de la peinture son métier. Donc il alterne des séjours parisiens et à Aix-en-Provence également. Et donc il travaille à l'Académie suisse, il fréquente le Louvre. Donc là, comme tous, il fait des croquis, il copie les maîtres anciens. Et il continue de voir Zola, qu'il soutient intellectuellement, moralement et même financièrement. Il fait la connaissance de Basile, de Renoir, de Monet, de Sisley, de Manet, et il ne se revendique pas de l'impressionnisme, mais plutôt de Courbet, quoi. Donc c'est un peintre autodidacte, et les tableaux que Cézanne propose au salon officiel sont systématiquement refusés, à l'exception d'un portrait en 1882. Il a une pension paternelle qui lui permet de pouvoir subvenir à ses besoins. Et quand il rencontre sa future épouse Hortense Fiquet, en fait, il va même cacher à son père l'existence de cette compagne. Il cachera même le fait qu'ils aient ensemble un enfant qui se prénommera Paul également, parce qu'il a peur de perdre cette pension paternelle. Quelques années plus tard, il se marie, donc quand même en présence de ses parents. Et poussé par Pissarro, Cézanne va habiter à Pontoise, puis à Auvers-sur-Oise, dans un logement fourni par le docteur Gachet. Donc tous deux travaillent ensemble et Pissarro entraîne Cézanne à quitter l'atelier pour aller travailler sur le motif. Sa peinture est toujours incomprise, donc Cézanne abandonne Paris, il préfère rester dans le Midi, aux alentours de Aix. Renoir et Monet lui rendent visite, mais il est plus souvent seul et il travaille la peinture comme un ouvrier. Donc son couple ne va pas très bien. Hortense, elle, ne vit pas dans le sud, elle reste à Paris avec leur fils. Et après, en 1886, c'est également la rupture avec Émile Zola suite à la parution de l'œuvre, ce livre des Rougon-Macquart qui met en scène l'histoire de Claude Lantier, qui est un peintre raté qui se suicide. Donc Cézanne s'y reconnaît et ne pardonne pas à Zola son incompréhension de son art. Donc son père va aussi mourir cette même année, et là, ça lui assure définitivement son indépendance. Donc Cézanne est quelqu'un qui a été peu reconnu quand même de son vivant. Les premiers critiques, les marchands et les organisateurs d'expos favorables se prononcèrent quand même tardivement, et il avait 56 ans quand sa première exposition personnelle fut organisée par Ambroise Vollard. On reprocha à sa peinture d'être bancale, inaboutie, hésitante, même si des impressionnistes comme Degas, Monet, Renoir, Pissarro trouvaient dans la peinture de Cézanne un équilibre. Et c'est seulement après la rétrospective de 1907 au Salon d'automne que Rainer Maria Rilke, Apollinaire, Merleau-Ponty, Picasso, Braque ou encore Matisse le reconnaîtront comme notre maître à tous. D'ailleurs, effectivement, on appelle Cézanne après le maître d'Aix. Cézanne, donc peu bavard, se confiera un peu plus à la fin de sa vie avec Émile Bernard, Maurice Denis ou encore Joachim Gasquet. Aujourd'hui, effectivement, il est reconnu comme une figure incontournable dans l'histoire de l'art, entre le romantisme de Delacroix et le réalisme de Courbet, qui le marquèrent fortement à ses débuts, et d'un autre côté, les mouvements de la peinture contemporaine depuis le cubisme, qui à des degrés divers se réclamèrent tous plus ou moins de lui. Effectivement, Cézanne travaille après d'une manière très géométrique. Et Cézanne donc meurt en 1906 à Aix. On peut voir, il meurt bêtement en partant, il part peindre dans la montagne comme le décrit Mika Biermann, et il fait une chute, en fait il va rester dans le froid comme ça, et il va attraper froid et il va mourir. Attrape une pneumonie. Mais moi je trouve pas que ce soit une balade conne dans la montagne, je pense que c'est au contraire une fin extraordinaire d'un peintre, d'un artiste authentique, quoi, qui, si vous voulez aller sur le motif quand l'orage vous tape sur la tronche, il faut quand même le faire, hein. C'est pas de la peinture de salon, voilà. D'ailleurs, ça n'a jamais été un peintre de salon. Il a longtemps, jusque pratiquement la fin de sa vie, été boudé par l'establishment. Et ouais, je trouve sa mort magnifique. Enfin, la mort n'est jamais magnifique, si on peut dire ça comme ça, mais quand même, c'est Cézanne foudroyé dans la montagne, là,
Alors sa toile était dans une ravine à côté, son cheval est par terre, et sa palette. Je trouve ça, il y a quelque chose dedans qui m'émeut profondément. Ah, parce qu'effectivement, il partait tous les jours peindre Voilà. avec tout son barda. Et d'ailleurs, dans ce petit bouquin de Mika Biermann, ils disent qu'à un moment, il aurait peut-être aimé avoir un âne, sauf que bon, après un âne, il faut pouvoir s'en occuper, ce qui n'est pas facile, mais que ça, au moins, ça l'aurait un peu déchargé quand même physiquement. Mais que ça l'a encore plus énervé parce qu'il trouvait que les ânes étaient stupides. À mon avis, il n'avait pas tout à fait raison, parce que il a été prouvé depuis qu'un âne, c'est très intelligent, au contraire, et qu'on peut très bien, si vous voulez, en quelque sorte, lui faire les choses qu'on a besoin qu'il fasse, mais en étant gentil avec lui, en y allant doucement, lui expliquant, lui faisant comprendre, et il comprend très bien, mais il a horreur de la violence. Ouais. Et donc c'est effectivement Volard qui a découvert ces tableaux de Cézanne ou chez le père Tanguy, ce fameux père Tanguy qui gardait les tableaux des peintres qui n'avaient pas d'argent justement en échange de tubes de peinture et de pigments. Et Volard a dit quand il a découvert les peintures de Cézanne, ce fut un coup porté à l'estomac. Et voilà, peu de gens achetaient ces toiles à l'époque, qui étaient vendues 40 francs. Oui, c'est des gens comme Volard. Bon, ce qu'on disait à propos de Dominique Paulin d'Ardouin, voilà, elle aurait très bien pu vivre au XIXe siècle, elle aurait eu toute sa place, mais elle était déplacée dans le siècle dans lequel on vit, puisque les galeristes maintenant, c'est vraiment comment je pourrais dire, des péteux, voilà. Je l'ai dit, des péteux les galeristes. Voilà. Et donc Cézanne, on avait vu un petit film justement, il y a Cézanne et moi, qui est un film qui parle de l'amitié de Cézanne avec Zola. Donc ça peut être à voir pour compléter un peu cette biographie. Et c'est au musée d'Aix aussi, où il y a toujours un petit film qui passe, un petit téléfilm qui raconte aussi toute la vie de Cézanne, quoi. Oui, pas tous les galéristes sont péteux. Il y en a un qui n'est pas péteux, c'est celui qui a sa galerie rue Bonaparte, là. Pas rue Bonaparte, rue Jacob. Claude Bernard. Claude Bernard, voilà. C'est le seul, mais il a presque 100 ans. Donc il aurait pu vivre à l'époque où les galéristes étaient... Il a découvert d'ailleurs des immenses artistes dans sa carrière. Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Que je me démène ou que je reste quoi, je passe pour un je ne sais quoi. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant mon chemin de petit bonhomme. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde médit de moi, sauf les muets, ça va de soi. Le jour du 14 juillet, je reste dans mon lit douillet. La musique qui marche au pas, cela ne me regarde pas. Je ne fais pourtant de tort à personne en n'écoutant pas le clairon qui sonne. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde me montre au doigt, sauf les manchots, ça va de soi. Quand je croise un voleur malchanceux poursuivi par un cutéreux, je lance la patte et pourquoi le taire? Le cutéreux se retrouve par terre. Je ne fais pourtant de tort à personne en laissant courir les voleurs de pommes. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde se rue sur moi, sauf les cul-de-jatte, ça va de soi. Pas besoin d'être Jérémie pour deviner le sort qui m'est promis. S'ils trouvent une corde à leur goût, ils me la passeront au cou. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant les chemins qui ne mènent pas à Rome. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde viendra me voir pendu, sauf les aveugles, bien entendu. La mauvaise réputation, Georges Brassens. Oui, parce que Cézanne avait une très mauvaise réputation à Aix, si bien que
Même les enfants lui jetaient des pierres en le traitant de fou. Alors voilà, il faut dire que c'était pas un personnage très sympathique. Et tout de suite, on va poursuivre avec l'expo que nous avons visité avec ma camarade de combat. Voilà, au musée Marmottan. Alors, les dernières expos qu'on avait fait ces temps-ci, il n'y avait personne. Et là, au musée Marmottan, c'était blindé. Donc, Cézanne, ben voilà, Cézanne, c'est un grand nom de la peinture. Donc, les gens affluent pour venir voir les toiles de Cézanne. Alors, l'expo s'appelle Cézanne et les maîtres rêves d'Italie. Bon, c'est l'occasion de voir des toiles de peintres italiens, il y a de très bonnes toiles. Bon. Et par contre, ils font tout un... Alors Cézanne n'a jamais mis les pieds en Italie, mais eux, ils partent d'une influence quand même des maîtres italiens, et après, c'est l'inverse, comment l'Italie s'est inspirée des toiles de Cézanne. Enfin, il y a tout un discours un peu intello autour de cette exposition. Ouais. Il y a des schémas qui mettent des toiles côte à côte, et puis qui voient qu'il y a peu des angles qui ont été repris. Bon, nous, en fait, on s'est complètement détaché de ça. Ce qu'on a vu, c'est qu'il y avait de très belles toiles, et ça nous a suffi. Oui. Et donc des toiles qu'on n'avait jamais vues, des toiles qu'on n'avait jamais vues, comme le meurtre ou la femme étranglée, des toiles qu'on connaissait pas du tout. Non, pas du tout. Et ce sont des tout petits formats, mais d'une puissance. Ouais, alors c'est vrai que le meurtre, ils la mettent en parallèle avec un tableau de Jacopo Robusti du Tintoret qui s'appelle La déploration du Christ. Alors la femme étranglée est mise en parallèle avec la descente de croix. Bon, voilà. En plus, c'est pas les meilleurs tableaux qui sont dans cette exposition, non. Ces tableaux du Tintoret. Par contre, ceux de Cézanne sont vraiment des tableaux plein de mouvements, d'une modernité incroyable, justement. De luminosité. De luminosité, oui, tout à fait. Non, mais les commissaires d'exposition, il faut qu'ils justifient leur salaire aussi. Alors, il faut qu'ils trouvent des trucs, voilà. Et puis, les gens, quand ils comprennent rien, ils sont très contents. Donc, ça prouve qu'ils voient des choses, qui sont d'un haut niveau intellectuel. C'est complètement zarbi. Ouais. C'est quand l'art contemporain se mêle de ce genre de choses. Là, on est mal barré. Ouais. Par contre, alors là, c'est pareil, il y a deux tableaux. Il y a un tableau du Gréco, un portrait de jeune fille, et un tableau de Cézanne d'une femme à l'hermine. Bon, là, on peut voir effectivement le rapprochement est évident parce que ce sont deux femmes qui ont un voile blanc sur la chevelure. Donc, moi, je préfère le voile blanc de Cézanne. Moi, j'aime bien celui du Gréco aussi. J'aime bien tes toiles du Gréco. Non, ça me plaît bien. Mais après, effectivement, quand on met en parallèle deux portraits de garçons assis avec les jambes croisées, bon, on peut trouver ça assez facilement un peu partout, j'imagine. Oui, quoi. Bien sûr. Non, c'est le genre de choses qui se pratiquent tout à fait naturellement dans l'art dit contemporain. Nous, on aime bien. D'ailleurs, c'est révolutionnaire, parce que ce sont des révolutionnaires. Attention, ils se revendiquent comme tels, payés par l'État, donc des révolutionnaires d'État, qui investissent des lieux prestigieux comme le Louvre, Versailles, etc., pour montrer leur petit caca, mais qui prend une importance considérable, puisque dans l'esprit du public, on se dit, si c'est dans ces lieux prestigieux, c'est que ça doit être quand même des œuvres importantes, voyez-vous? Non, vous ne voyez pas, c'est dommage, parce que si vous voyiez, eh bien, vous comprendriez tout. Ouais. Mais du coup, ça nous permet quand même de voir de très beaux de Cézanne, dont une pastorale aussi, des baigneuses au bord de l'eau, toujours avec ces formes un peu grossières, on va dire, mais il y a quelque chose, effectivement, il y a toujours cette lumière, ces contrastes de couleurs, il y a ces paysages aussi de cabanons, de montagnes. On ne peut pas dire que Cézanne soit un peintre aérien, parce que sa peinture, c'est du solide, c'est vraiment... Mais en même temps, c'est Cézanne, il y a des empattements aussi considérables, parce que Cézanne était quelqu'un qui doutait. C'est un autodidacte, il ne faut pas oublier, il n'a pas fait des études aux Beaux-Arts, etc. Bon, voilà, il ne peut pas avoir... c'est pas un Grèce son travail, il ne peut pas connaître l'anatomie Comingre, qui d'ailleurs s'en passait très bien, mais puisqu'il la connaissait, il pouvait la dépasser. Tandis que Cézanne, qui ne la connaissait pas, la recherchait, et si vous voulez, il avait des peintures qui étaient assez difficiles du point de vue de l'anatomie, mais qui avaient une force
telle force qu'on avale tout. Hein. Voilà, il n'y a pas de question. Si vous n'avalez pas le tout, c'est que vous n'êtes pas prêt pour manger ce genre d'œuvre d'art. Voilà, parce que ça se mange, c'est des plats robustes, mais bon, qui satisfont nos appétits insatiables de beauté. Ouais. Et si, il y a un panneau que j'ai bien aimé, c'est qu'il y a des baigneuses. Il y a 3 tableaux de baigneuses, justement. Il y a celle de Paul Cézanne, celle de Pirandello et celle de la gauche, j'ai oublié de qui c'était. Et je trouve que là, ça fonctionne. Ça fonctionne très bien parce que je trouve que même chaque tableau individuellement est très bien et l'ensemble fait un triptyque en fait. C'est des formes longilignes, un peu mouvantes, là. Un peu des arabesques, des baigneuses qui deviennent presque des arabesques en fait. Et il y a celles de Pirandello qui sont un peu floutées, comme si elles étaient un petit peu grattées sur la toile. Et au milieu, celle de Cézanne qui se détache, donc ces femmes nues qui se détachent sur un ciel bleu et du feuillage derrière, quoi. Mais ça, tout le monde connaît les baigneuses. Il en a fait une sacrée quantité, comme les montagnes Victoire, un peu, voilà. De plus grand format au plus petit, des pochades, des dessins, etc. etc. C'est un sujet qui l'a beaucoup préoccupé et il en a fait une œuvre, mais une œuvre multiple, quoi, qui forme une œuvre. Une multiplicité de tentatives, de réalisations qui forment un ensemble mais tout à fait cohérent. Et voilà, on peut, rien qu'à travers cette recherche de forme féminine dans la nature, sur le motif, c'est déjà une exploration de l'œuvre de cet artiste qui peut nous apprendre plein de choses sur lui. Ouais, il y a aussi quelques natures mortes, évidemment, quelques vanités, des natures mortes qui sont mises en parallèle avec des tableaux de Morandi. On connaît Morandi sur ses bouteilles. Et il y a un tableau, je ne savais pas qu'il a fait aussi beaucoup de paysages. Donc il y a un paysage de Morandi. Moi, j'ai bien aimé aussi. Voilà, j'ai découvert ça. Ça changeait de ses bouteilles. Donc en fait, les œuvres de Cézanne sont dans l'ensemble toutes superbes. Et il y a comme des œuvres italiennes, moi, que j'ai beaucoup aimé. Il y a un portrait d'un garçon qui s'appelle un frère Ettore, et c'est ce jeune homme, c'est pas le visage qui est très marqué, c'est un jeune homme qui est assis sous un arbre et qui a la jambe repliée sur son genou. Et là, il a une veste bleue de travail. Et il y a quelque chose de très très réaliste, en même temps plein de couleurs. Je trouve que c'est un beau tableau. Donc en fait, cette exposition, je pense que effectivement, faut peut-être oublier ce thème qui est un peu bizarre, quoi, un peu biscornu, un peu tiré par les cheveux, et se contenter du plaisir des œuvres, quoi. Oui, Rosys, la rifteuse, qui s'exprime par la voix de Piqueco, c'est ça qui est étonnant avec elle, c'est que chaque fois je découvre des facettes de cet individu, assez étonnante, parce qu'elle découvre des choses que moi j'ignore totalement, je pourrais même dire superbement, connement aussi. Voilà, elle me fait découvrir, mais bon, parce que moi j'adhère pas à tout ça. Moi j'étais encore une fois complètement dans Cézanne, je voyais que lui, je suis désolé. Voilà, c'est toujours la même chose, mais Piqueco, elle est beaucoup plus fine, subtile que moi dans son approche des œuvres. Voilà. Et elle a distingué dans les œuvres italiennes des choses que moi je voyais pas du tout, parce que en plus je les regardais pas. Alors j'aurais eu du mal à les voir, mais voilà. On est très complémentaires pour ça. Ouais, c'est Mario Sironi, celui qui a fait portrait du frère Ettore. Ouais, ce portrait me plaît énormément. Voilà. Alors vous pouvez vous fier à elle, parce que si elle vous dit que ça lui plaît énormément, ça peut vous plaire. Voilà, donc à découvrir quand même. Alors apparemment plutôt le jeudi en nocturne à partir de 18h, parce que c'est vrai que là, la foule est quand même très handicapante pour profiter de l'exposition. Oui, on profite de rien du tout, on profite seulement de la bousculade, avec tous ces touristes et machin, etc. Voilà, il n'y avait pas beaucoup de jeunes, en plus c'était surtout les EHPAD de toute l'Europe qui étaient là. Et je veux dire que c'est un peu fatigant. Heureusement que j'ai pu me soustraire très vite à cette ambiance fourmilière pour me réfugier dans la solitude du rez-de-chaussée, même
des caves. Du sous-sol, oui. Du sous-sol, où j'ai pu revoir mes Monet préférés. On les a comptés avec le camarade Piquet-Cou, ils sont une dizaine de formats, et qui sont des peintures abstraites, ni plus ni moins, mais avec des jaillissements de couleurs, mais alors, oh là là. Alors, c'est là qu'on peut devenir aveugle, hein. La cécité nous guette quand on regarde des choses comme ça. C'est comme quand on regarde le soleil sans lunettes de soleil. Voilà, c'est un peu ça. Et qu'à côté, de mon point de vue, un petit peu partial quand même, je l'avoue, il nous bassine avec ces nymphéas depuis. Là, les gens n'ont que ça à la bouche, mais elles font pas l'autre à côté, hein, entre nous soit dit. Presque toutes. Certaines nymphéas ont un peu plus de couleurs. Il y en a qui ont quand même des fois un peu du violet, de l'oranger. Il y en a certaines qui sont bien. Mais effectivement, il y a certaines nymphéas qui sont très insipides. Et oui, les derniers Monet sont extraordinaires. On avait découvert ça et on s'en remet toujours pas. Donc, Et c'est à la fin de sa vie, hein. T'as bien regardé, Dominique. Il y a une des toiles, il a dû la terminer un an avant de mourir. Enfin, c'est impressionnant. C'est complètement de l'art abstrait. C'est du rouge, du jaune, du orange. Enfin, et on reconnaît malgré tout ce jardin de Giverny avec le pont. Enfin, non, c'est extraordinaire. Ces tableaux, rien que ça vaut le déplacement au musée Marmottan, quoi. Et ça me faisait penser à ce peintre du XXe siècle. Raymond Imbert, qui a disparu trop tôt, Grand Prix de Rome, je vous le signale, à 24 ans quand même, hein, et qui est mort à 54 ans, 30 ans plus tard, mais qui est mort d'épuisement, quoi, on peut dire ça comme ça, et qui lui aussi fait une peinture qui est à la limite de l'abstraction et de la figuration. Voilà, pour moi, c'est le chaînon manquant. Et j'ai pu regarder, alors j'ai pris à témoin ma camarade, parce qu'elle a un œil différent du mien, pour lui montrer des points communs entre ces peintures abstraites, quasiment abstraites, de Monet et celles de Raymond Imbert. Et il y avait quand même des petits liens qui se tissaient peu à peu dans le regard, dans l'approche, dans la sensibilité. Et ça, c'est quand même, voilà, c'est... Et je pense qu'il n'y a aucun lien de... je pense pas que Raymond Imbert, quand on voit son parcours pictural, qu'il ait été influencé par Monet. Mais bon, il y a des rencontres comme ça qui se font, voilà, dans l'espace. Voilà. Et c'était très intéressant pour moi, en tout cas, de faire ce petit rapprochement. C'est pour moi toute seule, personnellement, et voilà, sans intermédiaire. Mais c'est vrai que voilà, c'est peut-être pour ça aussi que j'ai beaucoup d'amour et de respect pour ce peintre Raymond Imbert que nous avons découvert avec ma camarade grâce à Colette Audon. Non, c'est pas son nom, c'est Colette Audon. Voilà, une femme d'artiste aussi. Et c'est vraiment... voilà. Donc, quand on va à Marmottan avec ma camarade, on a le pot de pouvoir aller s'oxygéner les neurones au sous-sol avec Monet. Ouais, et là, effectivement, il y a déjà beaucoup moins de monde. En plus, c'est très spacieux. L'accrochage a été un petit peu modifié parce qu'on avait l'impression que les Monet abstraits étaient tous ensemble. Là, ils les ont un petit peu mis avec les nymphéas. Ils ont un petit peu modifié l'accrochage. Il y a une toile de Monet qui n'est pas du tout abstraite, moi que j'ai beaucoup aimé aussi. C'est un paysage norvégien avec de la neige, avec un toit rouge, très simple, un trait très simple, mais vraiment beaucoup d'émotion aussi sur ce petit paysage. Ouais. Alors, ce qu'on n'a pas vu, c'est après où on n'a pas fait tout les collections de Marmottan. Il y a une salle Berthe Morisot. Bon, c'est vrai qu'après, on n'a pas envie d'en voir trop non plus à la fois. C'est déjà beaucoup, en fait. Oui, parce que quand même, ça siphonne un peu les expositions. On arrive, on est un peu frais. C'est un petit peu comme les vampires, les expositions. Elles vous sucent le sang. Et à la fin, on est complètement flappy, on est livide. Et coup de peau avec ma camarade Piquet-Cou, on reprend les couleurs en se tapant 6 km à pince pour rentrer au bercail. Dans les quais de là, le truc triste pour nous en tout cas, c'est qu'on était dans le 16e, alors le truc, on supporte pas le 16e, et puis on a fait des berges qu'on connaissait pas du tout, on avait l'impression d'être sur une autre planète. Les berges de la Seine, on a commencé à respirer quand on a vu au loin
émerger la toiture du Grand Palais. Ouais, bah c'est un coin, effectivement, c'est les berges de la Seine, donc rive gauche à partir de la maison de Radio France. Et là, on a l'impression d'être en banlieue. Il y a tout ce côté Beaugrenelle qui est très des immeubles, des tours, des immeubles, un côté très zone commerciale, un peu chic. Enfin, vraiment, oui, on était un peu perdu là. Sauf un scoop, on a croisé Finkielkraut, qui devait sortir de Radio France, d'une émission de radio, quoi. Alors j'étais tenté de l'interpeller gentiment, hein, pour lui avouer tout mon attachement à sa cause. Mais je me suis dit non, peut-être pas, non, parce que là, il va prendre ça pour une agression, et c'est pas la peine. Mais bon, c'était assez marrant de le voir, ce petit père là. Il fait un petit peu quand même fatigué. Hein.
C'est le Va Pensiero de Nabucco. À propos, Un morceau qu'on peut retrouver dans le film de Gérard Mordillat, justement, Mélancolie ouvrière, qui raconte un peu l'histoire de cette syndicaliste Lucie Beau et de ces femmes immigrées italiennes qui viennent travailler et qu'on voit un moment se baigner justement dans la rivière et qui chantent tout ensemble ce Va Pensiero. ouais, qui peut faire penser aux grandes baigneuses de ce... Comment dire, De Cézanne. de Cézanne. Ouais. Non, rien n'est gratuit dans notre émission. Hein. Tout a une raison, une cause, une finalité. Sur Radio Soupant, la station des rapins sans foi, sans louer, sans courbette, l'émission Araka qui va se terminer gentiment, enfin on l'espère en tout cas, avec comment dirais-je, les expos que ma camarade va vous exposer. Ouais, les expos, donc c'est Cézanne et les maîtres rêves d'Italie. C'est jusqu'au 5 juillet au musée Marmottan. Donc le musée Marmottan, c'est vers le métro Ranelagh, entre Ranelagh et la Muette. Voilà, c'est l'exposition Otto Freundlich au musée de Montmartre. C'est jusqu'au 6 septembre. Ça, c'était l'émission de la semaine dernière. Donc Freundlich à découvrir, un peintre plein d'humanité, un peintre qui est précurseur de l'art abstrait. Barbara Epworth, jusqu'au 22 mars, c'est au musée Rodin. Au musée du Quai Branly, Frapper le fer jusqu'au 29 mars. Et les contes étranges de Jacobsen, c'est au musée Bourdelle jusqu'au 31 mai. Voilà. Et en prévision, donc annoncé bientôt l'exposition Gros-Mère à partir du 14 mars à la piscine de Roubaix. Ouais. Nous irons sur place. Voilà, nous irons le 26 mars. En autocar. Tout à fait. Voilà. La lecture, alors à lire. Moi, j'ai donc lu ce petit bouquin de Mika Biermann, 3 jours dans la vie de Paul Cézanne. Enfin, j'ai pratiquement fini. D'ailleurs, il y a Robert qui attend impatiemment que je termine pour pouvoir le récupérer et pouvoir le lire. Oui, parce que là, je sens que je vais apprendre un plaisir dingo. Surtout que c'est 100 pages, ça va. Moi, les grosses tartines, maintenant, c'est un peu difficile. Mais les petits bouquins comme ça, ouais, ça, je... Ouais, surtout que c'est très bien écrit, c'est vivant, c'est un petit bijou. Et puis le culturel, alors, il y a 2 films. Imitation Game, c'est une chose sur une machine à décrypter ou à crypter aussi, inventée par les Allemands pendant la guerre, les nazis, quoi, qui s'appelait... Enigma, en fait. Enigma, voilà. C'est l'histoire... Et il fallait absolument craquer cette machine, parce que, si vous voulez, toutes les informations concernant la guerre, les attaques de sous-marins, etc., les bombardements, tous les mouvements de troupes, passaient par cette machine Enigma, et donc c'est l'histoire d'un homme, un jeune homme, qui a trouvé une machine capable de craquer Enigma, et c'est bouleversant parce que c'est un jeune homme qui est, enfin, qu'on pourrait penser un peu trisomique, pas trisomique, pardon. Non, c'est un surdoué, donc il peut être. Est-ce que c'est une forme d'autisme? Enfin, voilà. En fait, c'est un surdoué, c'est un mathématicien surdoué qui effectivement va travailler avec une petite cellule de gens aussi très très forts, d'ailleurs, qui recrutent à partir de mots croisés, voilà, et qui vont réussir à décrypter cette fameuse machine. Alors, ce qui est très touchant, c'est que cet Alan Turing, est homosexuel, et que on va voir qu'à la fin de la guerre, en fait, on va complètement faire fi de tout ce qu'il a apporté à la nation, et qui va être condamné pour homosexualité. Oui, mais faire fi non, puisque personne ne pouvait savoir ce qu'il avait fait pendant la guerre, puisque tout avait été, tous les témoignages, tous les documents concernant cette période et cette équipe de scientifiques qui avaient mis au point cette machine ont été brûlés, etc., par les services secrets, le MI6, britannique, voilà. Donc il n'existait pas, puisqu'il avait quand ce policier recherche
le passé de cet homme, il ne trouve rien, aucun document, tout avait été foutu en l'air. Donc les autorités anglaises ne pouvaient pas savoir qu'il y avait 12 millions d'hommes par le monde qui devaient la vie à cette petite équipe de scientifiques et principalement à ce jeune homme. Et une guerre qui aurait été écourtée de 2 ans grâce justement au fait parce que le débarquement, il y a plusieurs grandes époques de cette guerre, la campagne de Russie, le débarquement et puis une autre séquence assez importante ont été gagnés par les Alliés grâce à cette machine que ce jeune scientifique avait inventée. Voilà, et il se suicidera à l'âge de 41 ans, évidemment, parce que on l'a contraint à prendre des médicaments pour lui faire perdre, si vous voulez, cette inclinaison vers les hommes, et il en souffrira tellement qu'il se suicidera. Voilà. C'est une castration chimique en quelque sorte. Et c'est seulement en 1989, je crois, que la reine Elisabeth II d'Angleterre, évidemment c'est pour la reine Elisabeth II de Bourgogne, qu'il l'a réhabilité, et voilà, non mais c'est quand même invraisemblable. Cette Angleterre, elle a des côtés quand même puritains à la con, voilà, qui sont à l'origine de drames aussi odieux que celui-là. Ouais. En tout cas, cet acteur, c'est Benedict Cumberbatch, un acteur extraordinaire, un acteur, me dit ma petite copine Laurent, justement, qui vient du théâtre, ce qui explique aussi que tous ces acteurs sont vraiment très très bons, quoi. Non, mais l'actrice aussi, l'actrice héroïne, aussi, c'est Keira Knightley, et effectivement, c'est elle fera aussi partie de cette petite équipe qu'elle est très douée aussi, très forte mathématicienne, donc elle va participer à ce travail, quoi. Voilà. Alors moi j'ai vu aussi un film polonais qui s'appelle La Communion, qui vient de sortir mercredi dernier sur les écrans. Alors j'ai vu parce que j'ai une voisine qui s'appelle Anna, qui est polonaise, donc elle avait envie que je découvre un petit peu ce cinéma polonais, et donc c'est l'histoire d'un jeune homme en fait qui a une vocation spirituelle mais qui est dans un centre éducatif parce qu'il a commis un meurtre précédemment, et lui aimerait bien suivre le séminaire. En fait il peut pas, vu son passé, donc il travaille dans un centre de réinsertion. Il va être amené à aller dans un village, travailler dans une menuiserie, et en fait, il va se faire passer, le prêtre il s'absente, et il va prendre cette place du prêtre pendant un certain temps. Et là, on va voir comment ça va se passer justement dans ce village, tout ce qui va un peu changer dans cet esprit un peu étroit. Il y a eu des jeunes qui sont morts dans un accident de car, et comment lui va essayer d'aider les villageois. Alors on voit aussi comment les tensions qu'il y a dans le village, mais alors, il joue extraordinairement bien ce jeune homme, et qui est tiraillé entre ce désir d'apporter du bien et en fait une violence intérieure. Bon, je vais pas en raconter plus sur le film, mais ce qu'on peut simplement voir, c'est que finalement là les paroles les plus intéressantes de l'Église viennent quand même justement de quelqu'un qui est hors norme, quoi. Mais oui, non, mais il est pas du tout hors norme par rapport au message évangélique, si tu veux. Il est hors norme par rapport à la déviance de l'Église par rapport à l'Évangile, voilà, aux évangiles, parce que l'Église a complètement tatané les évangiles pour en faire quelque chose de complètement, pour en faire un engin pour en faire une machine de domination, voilà, des êtres humains. Mais les évangiles, ils prêchaient pas du tout ça. Ils prêchaient, ce jeune homme, le Christ, attention, je ne fais pas de prosélytique, hein, le Christ lui aurait pris de sa petite équipe d'apôtres sans problème, hein, parce que voilà, bon, bref. Enfin, ce qui est intéressant, c'est que c'est tiré d'un fait réel, donc voilà, moi j'aime bien quand il y a des fictions comme ça qui partent quand même de faits réels, parce que ça peut arriver. Alors le film par contre dure 2 heures. Il y a quelques longueurs, c'est-à-dire qu'au début on sait pas trop où on va. Bon, moi souvent les films de 2 heures, j'enlèverais bien un quart d'heure. Voilà, mais une fois qu'on est dans l'histoire, c'est quand même un film que je conseille, parce que déjà il n'y a pas énormément de films polonais qui passent sur les écrans, et c'est ça fait déjà 2-3 qu'on a vu. Et que cet acteur joue vraiment très très bien, quoi.
Et ça ressemble, il y a quand même une résonance avec une série qu'on avait vue sur l'église en France, là, où il y a un personnage un peu comme ça, Oui. qui devient prêtre, mais qui était aussi un criminel, enfin, qui a fait de la prison. qui avait fait de la prison, en tout cas, voilà, c'est ça. Et en France, on est un petit peu plus en avance qu'en Pologne sur ces questions-là. Ah bah là, on voit la présence de l'Église partout, quoi. Effectivement, la Pologne et l'Église, c'est indissociable. Ah oui, surtout dans des petits villages, quoi. Alors j'ai aussi vu sur Arte une série qui s'appelle Three Girls et qui est dans l'air du temps. Elle avait déjà été diffusée une première fois. C'est une série anglaise qui va raconter comment a été démantelé un réseau de prostitution dans un petit village qui s'appelle Rochdale, où à partir de l'histoire de trois jeunes filles, justement, on va pouvoir démanteler ce réseau. Et ce qui est intéressant, c'est que ça insiste sur le drame qu'ont vécu ces jeunes filles, mais surtout sur l'incompréhension, sur le refus de la police d'intervenir, de dévaloriser, de ne pas croire. Donc toute la défaillance justement de la police locale, du système judiciaire, alors qu'il y a une travailleuse sociale qui elle est une lanceuse d'alerte, qui d'ailleurs va être démise de ses fonctions à la fin. Et heureusement que quelques années après, il y a Scotland Yard qui reprend l'affaire avec, c'est pareil, il y a toujours un ou deux personnages. Là, il y a une inspectrice extraordinaire qui d'un coup se prend les dossiers à bras le corps et va permettre d'avoir un nouveau procès et d'arriver à la condamnation donc de tous ces proxénètes. Alors c'est un réseau indo-pakistanais, mais c'est une petite série, une mini-série en 3 épisodes. Et c'est vraiment extraordinaire. Le jeu de ces jeunes filles est parfait. Enfin, c'est très bien réalisé, quoi. C'est anglais. Voilà. Et il faut voir tous les 3 épisodes parce qu'il y a vraiment une évolution, justement. Il y a l'histoire, mais il y a tout ce qui va à côté, comment c'est traité, et par la police, et par les services sociaux. Enfin, voilà. Il faut tout regarder. Un truc qui va vous faire gerber. Voilà, pourquoi je ne l'ai pas regardé. Pas le courage de ma camarade. Vous êtes donc toujours sur Radio Soupente, la station de rap 100 fois sans Louis sans Courbette, l'émission Araka, diffusée depuis un garni sur internet arakaï.fr. Et nos remerciements à nos écouteurs, écouteuses favorites, Claude et André de la Nation, Karine, dit Karine Ouzette du Diable Vauvert, une artiste peintre émérite que ma camarade aime beaucoup, moi aussi d'ailleurs, Marie-Christine Béguet, une graveuse gardoise de Pugeot dans ce beau pays du Gard, Claude et William, nos potes bretons de Brest, avec le pont de recouvrance et tout, qui est en bas de leur petit logement. Voilà, près du port, bien entendu. Et Jean-Paul Souvraz, un peintre de coups de Capranche, un peintre de Schnorr, qu'on avait visité il y a quelques années. Et qu'on avait trouvé vraiment... D'abord, on aime beaucoup sa peinture, qui est de la grande peinture, et le personnage, qui est assez attachant. Voilà. Claudine, c'est la pote de ma pote, Rosis. Là, vous voyez, avec son petit nœud rouge dans les cheveux, mais alors, je la reconnais plus. Hein. Voilà, Claudine, qui aime beaucoup aussi fréquenter l'art, et qui a une bibliothèque artistique assez, comment dire, attirante pour des gens comme moi. Jean Penuzzi du Val d'Oise, qui nous a envoyé, qu'est-ce qu'il nous a envoyé là récemment? Ah bah oui, on vient de passer. Ah oui, l'intervention d'une députée de la France Insoumise. Ouais, il faudrait que tu le mettes sur le... Hein, pour, bon, vous allez voir, ça déménage une députée de la France Insoumise qui dézingue la bande à Macron, là, pour le 49.3. C'est très intéressant. Merci, Jeannot. Et Corinne, notre tapissière aimée, et son pote Joël, l'Arlésienne du Caire, qui batifole dans les déserts nord-africains, palestiniens ou jordaniens ou égyptiens, voilà. Il aime beaucoup les déserts, notre camarade Joël, voilà.
Anne-Emmanuel et Frédéric, deux artistes aussi. Frédéric est de Lille dans le Nord, des artistes qu'on aime beaucoup en ce moment. Et Anne-Emmanuel est en stage pour apprendre la manipulation des... De quoi déjà, Doudou? Infographiste. Infographiste, voilà. Voilà, alors elle est en stage à Perpète, là. Et Juliette Planck, une graveuse à Perpète aussi, elle est à Rochefort-sur-Mer. Qu'est-ce qu'elle fout là-bas? Une graveuse qu'on adore. Clément, un graveur fou, le Van Gogh de la gravure, qui grave sur tout ce qui bouge, qui a une production alors, pléthorique. Agnès Dubar, une graveuse aussi, qui est elle aussi en relégation dans l'Ariège, elle habitait à Lille. Bon, une grande graveuse en tout cas, même si par la taille elle n'est pas très grande, mais par le talent, oui. Oh là là, qu'est-ce que tu racontes comme des histoires, mon pote. Thierry Morciot, un graveur belge, voilà, lui il reste à Bruxelles pour l'instant en tout cas. Colette, la compagne du peintre Odon, disparu trop tôt, un plasticien magnifique, voilà, et Colette qui continue à s'occuper de l'œuvre de son compagnon. Elle s'y dévoue d'ailleurs totalement, comme Jacqueline Imbert, pour son compagnon disparu Raymond Imbert, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Liliane et Laurence, qui signent des polars du nom de Claude Isner, et des polars pas tristes, croyez-moi, et puis très très bien, comment dirais-je, avec des recherches et des... On apprend beaucoup de choses, quoi. C'est pas des polars vite fait, bien fait, qu'on trouve dans les gares. Je crois que dans les gares, il y a des grands polars aussi. Enfin bon, vous voyez ce que je veux dire, c'est une expression. Voilà. Geneviève, notre sorcière bien-aimée. T'as des nouvelles de Geneviève? Non, faut qu'elle nous appelle, mais ça va un petit peu mieux, mais bon. Michel Pelloual, un peintre, mon ancien voisin du dessus, un peintre qu'on avait interviewé aussi, qu'on aime beaucoup, sa peinture aussi d'ailleurs, et qui vient de perdre son galériste préféré au Liban. Bon, Marie-Christine et Christophe, deux militants des causes perdues, qu'on aime beaucoup aussi. Cécile, tu la sens, la 5e puissance, une émission qui existait jadis sur une radio concurrente, Omni. Cécile, une camarade de combat qui nous a jamais laissé tomber. La rousse flamboyante, qui est maintenant la blanche neige, qui sévit toujours sur cette radio Omni. José Arthur du Mélange, même punition, même combat, tous les dimanches après-midi. Anne Isabelle Roubaille, une peintre que nous avons découvert dans la librairie de l'Empreinte à Bron-Marlotte, tenue par Florence Quenu, une ancienne de la fondation du Buffet, et dont le frère, adjoint à la culture de Bron-Marlotte, a concocté des expositions fabuleuses que nous sommes allés voir avec ma camarade sur des artistes du 19e qui ont sévi à Bron-Marlotte. Colette et Alain, des collectionneurs amateurs d'art qui ont la fibre humaine, c'est rare pour des gens fortunés. Christophe dit Lulu, un commissaire-priseur, et Dominique Paula Dardouin, dont nous vous avons parlé en début d'émission et qui est malheureusement partie en nous laissant tomber. Non. Elle est partie et on se sent un peu seul quand même, parce que où elle est partie, elle ne reviendra jamais. Voilà, l'émission est à l'écoute sur notre blog aracaille.fr, et tout de suite on se termine avec Aux armes de Mélismel. Salut les copines, salut les copains. Salut à tous. C'est la lutte finale, un combat d'initiés sont les perdants qui gagnent, nos dames émancipées, les médias sous le roi, mon peuple articulé, d'un pantin au long bras, faut pas venir pleurer. Allons enfants
de la patrie, le jour de gloire est terminé entre nous deux. La tyrannie sous l'étendard sans élevé, entendez-vous, dans nos campagnes mugir nos pauvres de faim, de froid, qu'ils viennent jusque dans vos bras, pleurer dans nos villes, nos sarcasmes aux armes, etc. Que veut cette horde militaire de traîtres et de rois conjurés quand ils nous traînent, quand ils nous traitent de cons, de braves, de pauvres français quoi? Ces cohortes étrangères feraient la loi dans nos foyers quoi? Nos flics soldats mercenaires alors qu'on est tous étrangers aux armes, etc. Et la loi triche, l'impôt se rit des malheureux, nul devoir ne s'impose aux riches, le droit du pauvre est un mot creux, des preuves qui se ramassent à l'appel, l'égalité n'existe pas de droit sans devoir, dit-elle, égaux à la naissance parfois, liberté libre, bête et chérie, ce qu'on la tue, non que l'odeur, amour sacré,